Salut Connor. Ça va bien? Comment ça va? Très bien, mon ami. Oui, je suis tellement content d'être ici avec toi. C'est parfait. Est-ce qu'on peut get things straight first? Puis comment qu'on dit ton nom de famille? Parce que j'ai des débats éternels avec les gens. Il y a quelques façons, mais en effet, c'est allemand. Alors, ça devrait être Connor Seidel, mais en anglais, on dit juste Connor Seidel. Puis est-ce qu'il y a comme des dérivés de ce nom-là, mettons en Allemagne avec un Z? Ou c'est juste la manière... Peut-être il y en a quelques-uns, mais je connais personne. C'est quand même... J'avais un prof à l'école qui s'appelait Detlef Seidel. Alors, il y a quand même beaucoup de Seidel en Allemagne. Puis maintenant, comme quand tu te présentes à quelqu'un, comment tu le dis? Connor Seidel, Connor Seidel. Je suis pas vraiment particulier avec. Ouais. Ça m'étonne pas si c'est pas parfait. Des choses comme ça. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que tu es un travailleur de l'ombre. En fait, je pense que tous les producteurs de musique, plus ou moins, sont les travailleurs de l'ombre. C'est des gens on consomme leur création tous les jours, ou presque, mais on ne sait pas sont qui. Ils sont dans des sous-sols, sont dans des beaux studios ou des moins beaux studios. Alors, je suis vraiment content que... En fait, je pense que ça s'inscrit dans une lignée qu'on va parler un peu plus tard de toi qui parles un peu plus au public, dans le sens où tu sors un peu de l'ombre pour faire la promotion de projets qui te tiennent à cœur, je crois. Ça apporte de bonnes intentions. Moi, je t'ai connu, je pense, la première fois avec Bynum, quand on était au Treehouse. On va reparler du Treehouse après. Puis je t'ai connu là, et depuis ce moment-là, on s'est recroisés par-ci, par-là, au studio, à l'extérieur du studio, à des spectacles. Puis t'es vraiment beaucoup respecté par tous les gens de l'industrie. C'est comme chaque fois que je mentionne ton nom, les gens sont comme « Ah, mais c'est la crème de la crème. » Nice. Comme on dirait que les gens t'ont catégorisé, du moins de ce que j'ai entendu, t'ont catégorisé comme le producteur des producteurs au Québec. Puis c'est juste hallucinant le respect mutuel que tout le monde, c'est juste unanime, tu sais. Puis par exemple, je pense que Connor Molander de Half Moon m'a dit, tu sais, Connor, c'est comme le meilleur de qu'est-ce qu'on peut avoir au Québec. Puis tellement bientôt, il va aller travailler avec Adele. Pas dans le sens qu'il va y avoir un contrat direct avec Adele, mais tu sais, dans le sens où tu es à ce niveau de production puis de qualité de ton travail à un si jeune âge qui est déjà vu comme en ayant un potentiel international. Puis clairement, tes productions qu'on va parler des dernières années ont quand même eu un vraiment bon succès. Puis c'est ça, jusqu'à ton dernier album, en fait, jusqu'à ton premier album de collectif qu'on va reparler tantôt, 1969, t'es resté dans l'ombre, puis là, tu commences à parler. Comment tu te sens de comme commencer à parler? Puis j'imagine qu'on partage cette similitude, qu'on aime juste laisser notre travail parler. Tu sais, travailler fort, travailler méthodologiquement. Oui, exactement, oui. Alors, comment tu te sens maintenant comment ça s'inscrit dans ta démarche de commencer à donner des entrevues pour la presse ou donner des entrevues pour le Journal de Montréal ou autres journaux? Honnêtement, c'est pas difficile parce que j'adore parler de mon travail et ce que je fais, mais quand j'ai commencé ce projet en 1969, c'était quand même... J'ai essayé de rester dans l'ombre dans ce projet en incluant 11 ou 10 artistes qui pourraient prendre un peu la face du projet. Mais en le faisant, j'ai juste réalisé, et avec toute l'équipe, c'est les autres artistes qui m'ont dit, il faut que tu sois un peu la face de ce projet. C'est juste venu... c'est quand même difficile pour moi, mais je l'adore. J'adore parler de ça, et quand on travaille dans une niche qui est quand même spécifique, c'est fun d'en parler avec des autres gens. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était exactement ça. En 5 minutes, j'ai déjà su que tu adores parler avec des autres gens et juste savoir ce qu'il y a vraiment dans eux what makes them tick, you know? Je suis tellement content de te voir faire ce podcast aussi parce qu'on est quand même similaires dans ce place dans l'industrie. Ouais. Est-ce que tu vois ton comme coming out médiatique un peu comme une bulle temporelle dans le sens où est-ce que tu vois que tu sors de l'ombre pour ce projet-ci pour en parler, pour faire le spectacle qu'on va parler plus tard, et qu'après tu retournes dans l'ombre, ou est-ce que tu vois ça comme j'ai un peu perdu, comme moi personnellement, avec la sortie des livres, j'ai un peu perdu le contrôle. Avant, je pouvais comme cacher les images de ma face, je pouvais cacher mon vrai nom, mais là, avec des projets qui prennent de l'importance et de plus en plus de recherches qui sont faites sur ces projets-là, on en parle de plus en plus dans la vitrine publique. Alors, j'ai un peu comme perdu le contrôle, puis j'assume que je veux juste avoir de plus en plus de visibilité médiatique de par les projets. Tu sais, un livre, ça ne meurt pas dans le sens où le livre, il existe puis il va exister. Est-ce que tu vois ça comme une bulle
avec ses limites temporelles ou est-ce que tu vois ça comme le début d'un... I mean, never say never. Je pense un peu oui, parce que j'adore certains aspects d'être un peu plus en avant pour ce projet, mais je pense que ça me montre aussi que je suis un artiste d'une certaine façon, mais je pense que où je peux être mon meilleur, c'est vraiment d'aider les autres artistes à faire leurs choses. Alors, c'était vraiment beau pour ce projet. Peut-être il y en a des autres, mais je pense qu'après, je vais rester dans l'ombre pour 1 ou 2 années, juste travailler des autres projets. Puis, ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement de chansons que j'écoute au quotidien qui sont toi, dans le fond, qui viennent de tes mains puis de ton intelligence. Il y a tellement de chansons d'Alice Moffett, de Soran, de Charlotte Cardin, de Miko, de Matt Holubowski que j'ai beaucoup écouté quand j'étais en voyage, Solitudes. Elliot Maginot que j'ai commencé dans la dernière année. En plus de ça, tu collabores beaucoup avec les Soeurs Boulay, Claudia Bouvette, Louis-Jean Cormier, Safia Nolin, Half Moon Run maintenant, Ariane Moffatt. La liste est comme éternelle. J'ai juste nommé ceux que je voulais nommer. Avec un roster comme ça, est-ce que tu trouves comme à quel point tu es limité au Québec dans le sens où à quel point tu as quand même travaillé avec la crème de la crème au Québec, du moins de qu'est-ce qui est dans le bassin maintenant? C'est sûr qu'il y a plein d'artistes puis il pourrait y avoir plein d'opportunités, mais comment tu te sens par rapport à ton roster list du Québec? Je pense pas vraiment à ce roster, même la commercialisation de ces projets, c'est vraiment, ça commence toujours avec la relation que j'ai avec des artistes. Si ça vient naturellement, comme avec Half Moon Run, ils ont participé à ce projet 1969 et je pense que les 3, ils n'avaient pas besoin de travailler avec quelqu'un comme moi. Ils ont juste gagné un Juno avec un projet qu'ils ont fait dans leur, pas sous-sol, mais dans leur jam space eux-mêmes. Mais quand il y a une relation qui vient si naturellement et on est juste mieux quand on est ensemble, il faut juste il faut le faire. Alors, peut-être il y a un peu de limite à Québec parce que notre marché est quand même en soi. Mais j'adore Québec. J'adore. Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré quelques réalisateurs qui m'ont dit si tu n'es pas français comme vraiment français Québec, moi je suis anglo, c'est naturel, on l'entend quand je parle, mais ils m'ont dit que ça va jamais fonctionner, les artistes francophones vont jamais t'adopter et pour moi l'expérience était absolument le contraire. L'industrie francophone était tellement ouverte et voulait travailler avec des autres gens qui ne connaissaient pas Charles Bois et Jean-Pierre Ferland et Monique Lérac et tous ces artistes-là parce que j'avais une autre perspective. Alors, pour moi, c'est toujours une balance avec les projets d'ailleurs, de travailler dans le reste du Canada et aussi dans les États-Unis et en Europe. Mais je pense que je veux toujours travailler avec des gens ici à Québec parce que aussi avec ce projet-là, le 1969, j'ai découvert la musique francophone et je pense que c'est aussi historiquement la musique des années 60 et 70 et je l'adore. Je pense que c'est tellement spécifique et niché, je l'adore. Alors pour moi, il va toujours avoir une balance ici avec les deux parce que ça vient à la fin juste aux gens avec lesquels je travaille et notre relation. C'est un peu bizarre. En fait, c'est très, très bizarre la comparaison que je vais faire par rapport à la photo, mais c'est comme... Moi, je prends pas de photos d'écureuil, OK? Mais les touristes qui viennent de l'étranger, que ce soit un touriste ou un photographe professionnel quelque part ailleurs, va avoir un take sur un écureuil qui, pour moi, qui passe tellement sous le radar parce que c'est tellement banal. Alors, j'ai l'impression qu'avoir un point de vue externe comme ça, de venir du West Island et d'une communauté anglophone, juste t'amène un œil tellement frais puis qui prend pas pour acquis les trucs qu'on prend pour acquis, justement, d'un point de vue musical ou artistique ou peu importe. Mais ça, je vais en reparler plus tard. Mais avant toute chose, juste que tu expliques les différentes tâches que tu fais. Parce que si, mettons, on va sur ton site web puis on voit sur tous les projets sur lesquels tu as travaillé, il y a beaucoup de termes techniques, mettons vocal producer, ci et ça. Fait que c'est quoi comme l'amalgame ou the range de trucs que tu fais? Puis c'est quoi les différentes manières par lesquelles tu contribues à une chanson, à un album, etc.? Même le terme record producer, producer-songwriter, il y a tellement différentes façons qu'on peut le voir. Mais pour moi, c'est juste quand il y a un projet,
c'est moi et n'importe quel état qu'il y a. If it's just songs at this point or if they're already half produced, c'est mon travail de l'amener à la fin, d'être un peu un finisher, juste pour faire que ça vient tout à la fin de la processus. Alors, quelquefois, il n'y a rien au début du processus avec un artiste. On écrit les chansons ensemble, on développe l'univers du projet, si c'est un album ou une EP ou juste une chanson. Mais aussi, c'est un peu du classic record producer. I think that's what I associate myself with, a little bit more the 70s, 80s, 90s, old school record producer. Développer des équipes pour des projets, trouver des musiciens. Quelquefois, ça veut dire que je joue, quelquefois, je joue pas. Quelquefois, c'est juste travailler avec l'artiste sur un beat. Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est juste de trouver de comprendre le projet et d'essayer de l'amener à sa fin et de faire ça d'une manière où l'artiste adore ce qu'on fait et que ça représente l'artiste et pas moi en tant qu'artiste. Je vais être toujours très transparent dans ce que je fais. Mon job, c'est de explode the artist et trouver ce qui est spécial d'eux et du projet qu'on fait ensemble et juste faire que ça devienne sa meilleure et pas juste de faire ce que je veux. Il y a des autres producteurs comme Mark Ronson. Chaque chanson à laquelle il a contribué, on peut entendre que c'est Mark Ronson. Ouais. Et c'est pas vraiment... Ou David Guetta, c'est la même chose, même s'il y a beaucoup de ghostwriters qui contribuent à ça aussi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste de trouver c'est quoi l'artiste et aider à faire ça. C'est quoi tes tâches préférées à faire sur un morceau musical? Comme concrètement, vraiment, comme est-ce que tu aimes écrire une ligne de guitare? Est-ce que, tu sais... I think it depends on the relationship as well. There's some, I've realized for myself, if I'm not naturally inspired by the project, I just shoot blanks. Like nothing comes out of me. You know, sometimes you have a writing session and if I don't feel that mutual vulnerability or that willingness to be exposed, I shut down and I feel like the least creative person ever. But ultimately, so, you know, some artists, like I started working with this artist, Bobby Bazzini, last year. And for some reason, we have this songwriting relationship. So we're writing all these 70s old school soul songs. And then with Half Moon Run, there's no songwriting. They're 3 heads already. That's enough. So with them, it's more, just, I guess, guiding the ship and structuring it and getting things done and finding the best performances as much as possible. So it really depends on the context. Est-ce que tu dirais que chaque personne, que le dénominateur commun, le point commun entre tous les artistes avec lesquels tu travailles en studio, c'est la vulnérabilité? Vulnérabilité, mais aussi, il faut que ça vienne d'un espace honnête, ce qu'on fait. Si c'est de la pop pure, tellement like plastic, perfect pop, but if the intentions are good, I'm fully on board. Yeah. If it's earthy folk music, but somebody is trying to make earthy folk music, that to me doesn't make it organic. If it needs to come from this internal place that is natural, it's all about the intentions. If the intentions are good, I feel like I can get on board. So that's more the unifying factor, at least with the people that I naturally connect with. And not every project, it's like that. But I do tend to have a bit of a history of becoming super close friends with all the artists I work with. Yeah. You know, poker night at my place, it's basically just artists that I work with. Yeah. So, yeah, I can't help it. Mais j'adore cette citation que j'ai déjà entendue, creativity is an act of honesty towards oneself. Je trouve que c'est tellement vrai. Yeah. C'est tellement comme... Tu sais, quand quelqu'un me demande, un photographe me demande comment je fais pour commencer, je suis comme, écoute ton cœur c'est tellement cheesy, mais écoute ton cœur pour savoir qu'est-ce qui fait triper. Est-ce que c'est de montrer les inégalités hommes-femmes? Est-ce que c'est de montrer les inégalités autochtones? Est-ce que c'est la belle lumière? Comme, tu sais, la vocation vient d'un endroit tellement deep. Puis on dirait que c'est comme le... C'est quoi dans Superman, le kryptonite? Yeah. Tu sais, c'est comme une flamme éternelle un peu, tu sais, like nuclear fusion. Tu sais, un carburant qui est juste éternel, puis qui va s'auto-alimenter, puis qui va juste continuer en rond, puis en rond, puis en rond, puis continuer, puis à un moment donné, créer des belles choses. Tu parlais d'avoir un style plus traditionnel de création de musique. C'est drôle parce qu'une fois, tu sais,
on va parler du Treehouse, qui est un endroit qui est comme souvent associé à toi. Qui est David Laflèche et David. aussi. Ça, je veux qu'on parle aussi de la relation avec David. Mais c'est fou parce qu'à un moment donné, tu sais, comme dans tout studio auparavant, tu sais, t'as toutes les... Je lack technical terms, mais tu sais, des trucs avec des switches que tu peux plugger. En fait, que Soran me disait que tous les objets que tu as dans ton studio, lui, il les a tous en plugin. Yeah. Fait que vraiment, c'est deux... Comment t'appelles ça? Des... Analog hardware, analog C'est gear, compressors, equalizers. Fait que juste le fait que tu les utilises encore, puis que j'imagine sont encore dans le studio, ça prouve un peu ton style aussi. J'imagine que ça rappelle un peu la lenteur. Quand il y a quelque chose physique, c'est pas toujours comme ça. Quelquefois, je travaille dans un Airbnb avec un laptop. Alors, c'est exactement ce que je disais avant. C'est vraiment les intentions qui font que la musique peut être bien acceptée ou respectée. Mais quand on fait des choses physiques avec de la vraie musique, avec 3 gens dans une cabane ensemble, et avec même des compressors qu'il faut choisir. C'est maintenant le moment où il faut choisir. Est-ce que je le mets à 6 ou à 7? Ou juste ces petites décisions-là. Il y a quelque chose finite qui vient avec ça. C'est juste la décision finale. C'est jamais vraiment final parce qu'on peut toujours faire de la post-prod et changer des choses, mais il y a une sorte de pureté qui vient avec ça quand on juste fait des décisions et on les laisse dans ce moment. Et j'adore ça, capturer des moments quand c'est possible. Comme travailler avec Soran, c'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de beats et il y a beaucoup de petits éléments qui viennent ensemble pour faire toute l'unité de la chanson. Mais avec un artiste comme Matt Holubowski en Solitude, il y a beaucoup de chansons où c'est vraiment tout le monde dans une pièce live. Et j'adore ces moments-là personnellement. Alors, je cherche ça. Je cherche être dans le moment et pas toujours penser que ça peut être mieux et juste aimer ce qui se passe maintenant dans la pièce. Mais c'est tellement beau, ça, de... Tu sais, je pense, souvent, je dis que ma religion, c'est le moment présent. Dans le sens où je suis pas très bon à appeler des personnes, malheureusement. Mais c'est juste parce que je crois tellement en la puissance du moment présent, que ce soit d'apprécier des spectacles, que ce soit d'apprécier un coucher de soleil au lieu de le prendre en photo, que ce soit de manger une crème glacée, de vraiment comme penser à chaque bouchée de la crème glacée que tu prends. Puis c'est tellement beau de voir que, justement, vous mettez plus de pression, mais comme j'imagine une pression saine, dans la spontanéité puis dans le moment présent, comme philosophie de création au lieu de pouvoir recréer par après. Puis je pense Life of Pablo par Kanye West, je pense qu'il l'avait mis en ligne, il l'avait enlevé puis il l'avait remis. Puis juste, c'est la première fois que je voyais ça, du moins, c'est la première fois que je voyais ça, tu sais, le pouvoir qu'Internet peut donner de sortir, mais reprendre quelque chose pour le ressortir d'une autre manière. Ça a marqué un gros switch, comme, OK, wow, tu sais, on peut vraiment faire ça maintenant avec les technologies. Tu peux... Moi, c'est câble, mais je mets toutes mes photos sur Tumblr, un peu comme mon archive personnelle. Puis je peux edit des posts, tu sais, changer la photo. Tu sais, j'avoue que... C'est quoi la vraie photo? C'est ça. Wow. Mais c'est tellement beau de voir que ta philosophie, du moins pour beaucoup de personnes à qui tu collabores, c'est justement dans the finite of things, puis d'être là dans le moment. Parlons du Treehouse. Fait que, juste pour expliquer, le Treehouse, c'est un studio qui est comme perché dans les arbres, pas littéralement comme sur un tronc d'arbre, mais on dirait vraiment. Oui, il y a beaucoup de fenêtres et c'est juste entouré par du bois à Saint-Adèle. Alors, on l'appelle le Treehouse. Puis comment ça a commencé ta relation avec David Laflèche, puis le Treehouse? Parce qu'aujourd'hui, tu es comme associé au Treehouse dans le sens où, pas associé comme... on est des partenaires dans le studio. Mais je parle juste de ta notoriété, ou du moins ta réputation. C'est comme, OK, je vais aller au Treehouse en train de dire avec Connor, tu sais. C'est beau parce que ça ajoute aussi cet esprit de nature. Oui, vraiment. Et les portes grandes ouvertes, tout cet esprit, j'adore ça. Alors, ça fait, je pense, 5 années que j'ai rencontré David. Il a construit ce studio, ça fait 8 ou 9 années maintenant, avec un autre partenaire. Et il voulait exactement ça. Il travaillait il est un directeur musical. Il a fait La Voix, Star Academy, Les Dieux de la danse, Canada Day national, beaucoup de projets. Et il est un guitariste tellement talentueux, c'est ridicule. C'est un bon vivant, à la base. Oui, exactement. Juste le meilleur homme, comme un frère pour moi. Je l'adore. On s'est rencontrés, ça fait 4-5 ans, et il y avait juste un clic entre nous deux. C'était juste
on se comprenait juste parfaitement. Et à ce moment-là, c'était juste avant qu'il a fait son half retirement de direction musicale. À ce temps-là, il utilisait pas beaucoup le studio et j'ai commencé à l'utiliser. On a fait quelques projets ensemble et ensuite, j'avais 3 albums à faire. Le 3e album de Holubowski, Weird Ones, on avait besoin de quelque part pour la faire et j'ai dit à David, on peut la prendre un mois. Et pour lui, c'était parfait parce qu'il était à Montréal sur des scènes pour la TV. Et ça devenait 3 mois et après 1 an, on s'est juste dit, je pense que ça fonctionne entre nous deux, il faut faire quelque chose ensemble. Alors maintenant, il y a le Treehouse, on est des partenaires dans le studio. Il fait beaucoup de production de son côté et moi aussi. Quelquefois, on travaille ensemble, mais cette place dans la nature, c'est vraiment ce qui réunit nous deux et tous les projets qu'on fait là-bas. Et juste l'acte, tu sais, de prendre le temps de monter 1 heure, de conduire 1 heure dans le nord, on dirait que ça te met déjà dans un état d'esprit. It's about the journey, it's about the experience. C'est pas juste ça, on va aller à un appartement dans le Maitland. Quelquefois, c'est un peu trop de conduite pour moi parce que je fais l'aller-retour quand même beaucoup. Mais oui, c'est exactement pour ça. Quand on est là, il y a de la pluie. On travaille justement avec Half Moon Run et il y avait cette Crazy Storm en mai dernier. Oui, je m'en souviens. Avec les tornades qui ont passé dans les Laurentides puis l'Outaouais. Exact. And we were in the middle, like day 4 of 10, and deep in like super details, lose power 10 days. So we had to leave. But there was a moment there where we're just sitting there without power, and the guys just start doing their thing. We have a drink, and it was just still magical, no matter what. And so you immediately have this special feeling. Every day I walk in now, I still have that same kind of goosebump feeling. It's just so stunning. All windows, it's amazing. Oxygen is better up there. Yeah, obviously. Yeah. OK, mettons, parenthèse, c'est quoi parce que vu que tu fais la route beaucoup, puis tu prends souvent la 15, c'est quand qu'il n'y a pas de trafic, mettons? Well, I'm always against traffic. Yeah. It's perfect. So in the morning, I'm going towards up north, and then in the afternoon, I'm coming back. But lately, since COVID, where everybody decided to buy a cabin and everybody wants to go skiing on the weekend and live their life, it's kind of always bad. But you just have to go imagine who's going to work and then just do the opposite. Okay. Yeah. Cool. Yeah. Est-ce que tu and also never go on Fridays because it doesn't matter when you leave, everybody's going to their cabin and it's just not an option. Yeah. How about Sundays? How are Sundays? Parce que, terrible. Sunday's coming back to Montreal. Mais toute la journée? Oui, presque. Des fois, j'attends jusqu'à 8 à 9 heures le soir juste pour revenir parce que tout le monde fait du ski. Et in the summer, they're at the lake, so... Est-ce que tu te souviens du premier moment que tu as rencontré David? En fait, oui, je pense que c'était sur le plateau de La Voix. Et j'étais l'accompagnateur avec Matt Holubowski avant que Solitudes existait. On avait fait juste son premier album, Again Old Man, vraiment dans le sous-sol de mes parents. Un super bon album, by the way. Super lo-fi. C'est vraiment juste Matt avec un micro ou 2 micros pour tout l'album. And that's what's special about it. It's so honest. Mais j'étais son accompagnateur sur le plateau et je pense que David, il adorait Matt parce que cet album, c'était vraiment l'opposé de parfait. Il y a beaucoup it's out of tune and imperfect and raw and exposed. Et je pense que David, he recognized that and he just really loved it. So he really connected with Matt and we were backstage. I think it was probably the last show of La Voix and we just shared a drink and it was just immediate, you could just tell he's such a good guy and it was natural. And then from there, I randomly got a call from him, I think 3 months later, hey, I'm producing a project, come join me in the woods. And I ended up just spending all week kind of like drinking scotch in the back of the room, playing a guitar line here and there, but just being part of the atmosphere. And it's very natural between us. Mm-hmm. Parlons de Phoenix par Charlotte Cardin. Yeah. Parce que c'est un album qui veut pas, qui a marqué le Québec dans les dernières années. Tu as gagné Juno Album of the Year. Yeah, Charlotte did great on that album. Ça, c'est fou pour elle. Puis, c'est un album que je trouve autant gars que filles écoutent. On dirait que c'est non-genré. Tout le monde l'apprécie. Moi, c'était quand c'est sorti, l'année que c'est sorti, pas l'année passée, l'autre année d'avant. Top 5 albums de mon année. Wow. Ouais. Wow. Je l'ai vu beaucoup en show à cause que Zach faisait sa première partie.
7 fois ou 9 fois à MTLUS. Oui. Je pense qu'ils ont fini avec 13 MTLUS à Montréal sold out. Crazy. Comment ça s'est passé tout le processus de faire Phoenix? Je pense en anglais, c'est un peu plus facile. Ouais, vas-y. It was definitely, I mean, what an honor to work with her. I really think her voice and her natural ability is like a 1 in a billion, 1 in a global, like it's incredible. Mm-hmm. It's like immediate and so just like pulls from the depths of your emotions immediately. She's so fantastic. It was definitely a challenging process in the sense that she had put out that first EP that was so well received and was just like immediately placed on this pedestal in Quebec of expectation. And, you know, there were just all these rumors constantly coming out of like, oh my God, why is this album taking so long? And where's the first album for Charlotte? And I think everybody along the way forgot that she was like 23 years old or 24 years old. It's like, you know, a child, which I still think we are, you know? But then, the process itself was this big search because there were just like such high expectations. So, you know, it was really a team effort. And ultimately, I think the whole album was really led by Jason Brando, her manager, her, and another producer called Marc-André Gilbert, incredibly talented people. And, you know, I had my role, was able to contribute on a compositional level and help birth the beginnings of a lot of those songs. But ultimately, the two of them really brought it to the finale of what it became. And but it was a lot of searching. You know, I remember before, and ultimately this research never landed anywhere. But I remember spending a month researching like the Quebec rendition, the Quebec version of 60s soul movement that was happening and just digging for samples and looking for stuff like that. And none of them ever made it, but I just remember putting even just this immense pressure on myself to try and like find a pathway of exciting things. And you're talking about Kanye and just like looking for that cultural relevance because for me, she's part of culture, and I love when music has a historical and cultural reference. So I just remember all those kinds of moments. And I think ultimately the album landed very far from, you know, that kind of research, but I'm just super honored to have played my little role in that and been a part of it and, you know, getting to know all those amazing people. And because it did have a huge spread, this album, it opened so many doors, you know, outside of Quebec, but even within Quebec, you know, just people who understand and ultimately people who just listen to that music and just love it, which, you know, say what you want about production styles for any artist and everybody is worried about commercialization. At the end, it's you want to connect with people, and she does it so much, 14 times in a row at MTELUS, you know? So being a part of something that big it's always fun. And it comes with its own challenges. Comment tu sens maintenant quand tu rentres dans un commerce ou dans un taxi ou whatever, puis tu entends la chanson? Comme quelle émotion domine? I mean, there's so many different emotions. One of the most flattering experiences like that, I remember, I forget where it was, having dinner, and they played All of Solitudes by Matt Holubowski. So it's fun sometimes to hear a song here and there, and it's you know, you're at the dentist and Passive Aggressive comes on. It's like, okay, that's really cool. But when because, you know, like that album, Solitudes with Matt, that was like such a journey, and he's been one of my closest friends for so long. When somebody says, here's 57 minutes straight and it's all being listened to by the whole restaurant, that was definitely a special feeling. But yeah, it's exciting, and you try not to, you know, conflate it in any way and realize what it is. And it's at the end of the day, it's music. You know, Bon Iver always says it's music songs. Like nobody's dying and, you know, we're not in surgery. So. Je sais pas si je t'avais déjà dit, mais quand je suis allé couvrir la révolution au Liban en 2019, juste avant la pandémie, première journée, j'arrive. Je m'excuse, là. Je vais dans une Dunkin' Donut, parce que c'est le seul café sur la place des Martyrs, place de la Révolution. Puis, je rentre dans le Dunkin' Donut au Liban, à Beyrouth, en plein milieu d'une révolution, qui est comme il y a des feux dans la rue, puis il y a du Charlotte Cardin qui joue dans le Dunkin' Donut. C'était avant Phoenix, évidemment, mais je suis comme, wow, la puissance de la francophonie, étant donné l'héritage du Liban. C'est quoi une des chansons dessus que tu es vraiment, vraiment contente dessus, que tu as travaillé, puis que tu es vraiment content de ton travail que tu as fait sur cette chanson spécifique? Sur Phoenix? Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Over Me, qui était sur le Phoenix Deluxe version. Et j'adorais toujours cette connexion jazz,
Billie Holiday, 50s, 60s. J'adore ce temps-là, j'en parle toujours, mais j'adorais toujours cette connexion avec Charlotte parce qu'elle a une sorte de voix qui est vraiment nostalgique aussi. Alors, cette pièce, c'était juste moi, Jason et elle qui l'a écrit. J'avais cette composition, ces jazz chords. Je piquais ça toujours quand if I'd pick up a guitar, I'd play these few chords for years and years. I was just sitting on these kind of ugly, painful jazz chords. And then it just ended up becoming that song. And it's so minimal, it's just her. And I can't remember exactly. I think it was like basically just a live take. Which is just, again, is back to the purity. So I think it's the least streamed on the album, it's the least commercially successful but it means something to me. I think just because it's so exposed and I love that one. I think that's the one that feels great. Mais je suis content de savoir que que c'est pas la plus populaire qui te parle le plus, mais c'est vraiment celle qui vient de te faire triper dans le fin fond. Sure. Puis j'ai tellement de respect, tous médiums confondus, n'importe quelle forme d'âge. J'ai tellement de respect pour les gens qui prennent leur temps. Tu sais, je pense que Charlotte, ça avait pris 6 ans avant de sortir son album. Tu sais, 6 ans, c'est long, là. C'est comme secondaire 1, 2, 3, 4, 5, puis après, cégep 1, tu sais. Dans le sens... quarter of a lifetime. C'est ça, c'est fou, tu sais. At that age. Ouais, c'est ça, surtout à son âge. Puis je suis vraiment content de voir que ça a eu le succès que comme ces années-là ont porté fruit dans la maturité de l'œuvre et dans la qualité et dans que les gens étaient juste contents de l'entendre. Moi, pour elle, littéralement, j'ai shoot Saison de Montréal en jammant dans mes oreilles, Phoenix, comme back-to-back sur repeat. C'était tellement, tellement agréable. C'est quoi une bonne chanson selon toi? En général? En général. C'est trop difficile. Ou du moins pour toi. Il faut juste sentir quelque chose. C'est Rick Rubin, j'ai écouté un podcast hier où il en parle. C'est toujours juste le feeling et le contexte dans lequel tu l'écoutes. I wish there was an answer. Then wouldn't my job be so much easier if there was an answer? Mais c'est bon que ça soit un feeling puis de la pureté de l'émotion qui est sentie, parce que je pense... à quel point tu penses que la création d'art est bidirectionnelle? Dans le sens où, tu sais, le théâtre, mettons, tu joues en live, tu as une réaction live, l'humour aussi, c'est très bidirectionnel. DJing, comme Cora, tu sais, c'est très bidirectionnel. Toi, étant moins proche du public, à quel point tu penses que c'est bidirectionnel ou toi, ta création, c'est juste comme, je le fais, elle sort, puis après, c'est fini? Yeah, I mean, it definitely lives on with me afterwards, because it's all the experiences from there. I think I try to connect with those moments because I don't get to be on stage with the artist as much as possible. I'm going to shows and constantly communicating. Every time something excites, I remember Old Man, when that album came out. By Matt Holubowski. And by Matt Holubowski. Maybe 300 people had heard it at that point before he was on La Voix. But I do remember him receiving a message that he would just screenshot and send to me. Somebody who was going through chemo at the time and said, I'm listening to this album 8 hours a day, and I truly think it's making me fight this thing. And so there are moments like that are special, but ultimately, while we're creating, all we can really control between me and the artists and the musicians is how we feel. So recently, I feel like that's all I focus on. Like, let's make sure we are genuinely, like you were saying, that purity and that honesty. Do we actually like this? Do we personally fully believe in it? Because we can't control how other people are going to like it. In a live context, you can bring some more energy and you can put a big light show together and you can bring all these other elements. But with the music, we don't know how people, where they're going to be listening. Is there going to be another push of COVID and all of a sudden, Pharrell's happy, stop streaming, kind of thing? We can't control that. So all we can control is how we feel. So for me, that's the barometer, is the artist and are we personally excited about it? But it is bidirectional. There is that experience that people are having on the other side, but I can't control that. Neither can the artist. So let's just control what we can. Personnellement, mon historique avec comme album versus single, quand il y avait des CD, j'écoutais des albums. Après, quand iTunes est apparu, j'ai commencé à acheter des chansons individuelles. Nice. Yeah. Puis après, il y a toute l'ère SoundCloud, fait que c'était beaucoup, des chansons individuelles. Mais après, Spotify, je sais que pour certains, l'expérience est vraiment différente sur Spotify. C'est comme une application de playlist. Mais moi, personnellement, ça m'a ramené à l'époque des albums, ou du moins à mon intérêt d'écouter des albums au lieu des playlists.
comment est-ce que comme ces changements, je sais pas comment toi tu l'as vécu tout ça, mais comment est-ce que ces changements influencent ta création dans le sens où est-ce que tu vas avoir une approche différente quand tu vas faire un single ou quand ça s'inscrit dans une trame narrative plus grande qu'un album? Ça dépend encore à l'artiste. Pour moi, j'adore les concepts d'albums comme Solitude the Mat. Il avait ce terme Solitude même avant que la plupart des chansons aient été écrites par lui. Pour ce projet 1969, j'adorais cette ère de musique et je voulais faire vraiment avec des paramètres quand même limités. Mais quelquefois, des artistes, ils veulent pas de forme narrative parce que la vie, c'est quand même messy. Mm-hmm. Ils veulent juste créer et ensuite trouver quelques chansons qui peut-être vont ensemble, mais peut-être pas. C'était un peu, pas un conflit, mais quelque chose dont on parlait beaucoup pour ce nouvel album de Half Moon Run parce que je disais, mais comment est-ce que ça va tout aller ensemble? Parce qu'on travaille 20 ou 25 chansons ensemble juste pour trouver les disques qui seraient sur l'album à la fin. Mais pour eux, ils disaient juste, on fait des belles chansons et on va voir après s'il y a une trame narrative ou pas. Mm-hmm. Faire des singles, c'est tellement le fun parce que s'il y a des trames narratives, on peut faire n'importe quoi juste pour briser ça. Et on peut faire des chansons qui sont un peu... connected to the current climate of life, a fall song, spring song, political climate, whatever it is. And just the rollout can be quicker. So for me, I love when things just dip away and you can just break some of the rules that you've kind of made for yourself and just say, let's just let this be something different because it doesn't tie in or have to tie into this big concept, which... oftentimes, because people don't stream that's amazing that streaming helped you listen to albums more. Yeah. For me, I think it did the opposite. All of a sudden, I can't make it past 2 minutes 20 on any song because, the next one's popping up or you're on a playlist. So obviously, that's not how I like to listen. I mostly listen to like Brazilian jazz and super chill music and like atmospheric stuff at home. So there are like long form things, but generally, I don't know how many people are doing that anymore. It's definitely a singles game. So it's fun to play that, but I think it's worth it still focusing on full narratives of albums. Mm-hmm. Again, for us, because if it helps us work and helps us rationalize why we're doing it, then that's enough reason for me. Whether it's commercially a better idea or not, that's a different question. Mm-hmm. Dans tout le processus du premier contact avec la gérance de l'artiste jusqu'à la sortie ou même pas sortie, c'est quoi ta chose préférée dans tout ça? C'est quoi comme... Pas le 5 minutes, mais mettons, tu sais, le 5 minutes. There are a couple moments I really like. One thing I do really love talking about with the artists is, I think one of the exciting things is when there's the first spark of the idea. So because the potential feels unlimited, it's like you can picture it as large, as exciting, as expansive, or as small. It doesn't exist yet, or it exists just on an iPhone somewhere. So that to me is always exciting. I feel like there's unlimited ideas there. The execution is great as well. I think that's what I do most. It's just like getting it done. But then one thing I do love chatting about with the artist is that moment where, okay, it kind of all exists. And now thinking about, well, how is this all how will it interface is maybe not the right word, but how is it going to connect with the audience? I love thinking about those marketing ideas and thinking about, okay, which song should be coming first and how do we tell the story of these songs in a sequence that, feels like the right introduction to this new material if it's a drastically new body of work for them. So it's kind of like the early conception of unlimited possibility and then the very specific finale of like, okay, well, how do we serve this up? You've got all the ingredients, the sandwich is made and just like placing it on the plate. Something about that's kind of, okay, just because sometimes you just move the spoon a millimeter, but that's all the difference that just shows that extra refinement or that extra care. Moi, j'imagine l'action de boucler la boucle. Le dernier 5%, c'est tellement difficile juste à faire ça, mais c'est là où on remarque la différence en qualité ou juste d'esprit ou cette refinement. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile pour toi d'être satisfait? Quand même facile. Je pense que... Surprenant. Oui, surprenant parce que
à la fin, c'est pas moi qui dois jouer les chansons sur la scène. Alors, j'ai quand même un peu de distance avec le matériel et travailler comme avec Elliot Maginot. On a fait ça, pas le dernier, mais ça l'avant. On a fait un album quand même 80s Genesis avec le saxophone like, un peu fou. So it's like you have a guilty pleasure release with each different artist. Elliot then has to go and carry that on tour for 2 years. Yeah. But for me, 4 months, I got to indulge in this thing and then move to the next thing and then move to the next thing. So there is this freedom of being able to move to the next thing that I really love. And I think just by doing that so much, just by jumping around so much, you get better. Not that it's easy. Sometimes it's really hard to commit to the final things, but you get a bit better at it. And you know that, again, whatever we put together and then is presented to an audience, that's that chapter of the artist's life. That is the representation of them at that moment. And when you accept it for that and not say, okay, this needs to be the greatest thing of all time and you're competing with Kanye West, I guess in some way you are, but if you just respect it as a chapter of your life where something happened, then it's easier to just say, okay, cool. Well, this is who we are then. And then the next one, if there are things we learn from it and don't want to repeat, let's change it. That's fine. Personnellement, j'adore. Tu sais, on vit tous créativement, puis aussi parce que notre créativité est intimement liée à notre personne et aussi à notre quotidien. Mais tu sais, on vit tellement des highs, puis veux pas si t'as des highs, c'est parce que t'as des lows. Tu sais, comme toute vie en contraste, c'est sec parce que c'est mouillé, puis c'est mouillé parce que c'est sec, littéralement. Puis tu sais, je suis tellement content au fil des années, oui, d'avoir vécu des highs, je peux pinpoint exactement quelle année, quel mois c'était high, mais aussi quand j'étais dans un low, de justement réaliser que it's just part of the process. Je prends du recul, c'est une étape nécessaire qui va m'amener certaines choses qui vont avoir du positif pour le futur. Alors juste de prendre du recul puis de pouvoir être comme OK, I feel like shit, and I have been feeling like shit for months or for days or for one day or for 1 hour, but it's part of the process. Puis c'est comme, c'est correct, on va passer au travers, puis it's a roller coaster. It is wild that you've just put out this book and it's really the same. You've photographed so many people, different contexts, political context, artistic context, and you as well, you get to hide always behind them a little bit. And now all of a sudden you kind of have to put it forward. So we faced a lot of similar challenges over the last year, which is really wild. Vraiment. Tu sais, comme aussi d'un point de vue sociétal, du moins au Québec, qui est Rick Rubin, c'est peut-être une exception dans le monde des producteurs, mais tu sais, mettons, si tu prends les gros plateaux de télé, mettons, tout le monde en parle, ou juste la vitrine publique, c'est rare que les producteurs vont être invités, on dirait, puis c'est rare que les photographes vont être invités. Parce que nos jobs, c'est d'être dans l'ombre, c'est d'être habillé en noir, c'est comme... C'est comme ça, littéralement. Moi, j'ai essayé de mettre un peu plus de couleur aujourd'hui, là, mais tu sais... quel artiste t'a vraiment surpris au fil des années à travailler avec? Comme, t'as accepté le challenge quand c'est arrivé, mais au fil de la création, t'es comme, wow! This is really bringing me something. That's a tough question. Maybe boring answer, but a little bit everybody. Everybody kind of grows. One thing I love is working long-term with artists and building those, you know, when we're doing that second album together, maybe it's their 4th album in their career, seeing that growth together is really special. You know, I've had that with Matt. We did 3 albums together, and then with Maginot and with the Boulays. And there's something, Claudia Bouvette as well. We've had this process, little singles, and then it became an EP, and then we did an album, and it just seems to never flow. I think those artists who seem to stick around, that's really fun because you know it's a mutual thing. There are some artists where the dynamic of give and take is not always even. You know, sometimes you feel like you give a little too, maybe more than you should be. Well, I mean, I'm always giving kind of too much, but in a good way, you know, because I care so much. But when you know that it's really mutual and they're giving as much as you, that's something really nice to work with. That doesn't really answer your question, though. Non, ça marche. Ouais, ça marche. C'est un peu comme... Si je me pose la question d'un point de vue photo, pour vrai, je ne savais pas quoi répondre. Yeah, it's hard. It's hard. On sait que tout le monde est gentil. Yeah. Il y en a certains, ouais. I'm curious for you, if I'm allowed to switch it on you. I mean, does it excite you to go and do live photos of a huge show? Does it give you the same spark that you had in that Dunkin' Donuts or that you have when you're putting out the book? You know, is it giving you the same thing it did maybe the first time you were doing it? Or? Mais je pense que ça dépend du mindset dans lequel tu approches. Je pourrais aller au même show, prendre le même nombre d'images,
mais ça va vraiment dépendre de comme mon purpose d'être là. Si je trouve que j'ai vraiment le goût d'être là parce que je trouve que ça s'inscrit, comme j'essaie beaucoup d'avoir une vue macro et micro de mon travail. Alors, si ça s'inscrit dans un contexte historique, si ça s'inscrit dans comme si je crois en l'artiste, puis je pense que comme il va blow up à sa manière, puis il va réussir à marquer la culture canadienne, québécoise, internationale, américaine d'une manière ou d'une autre, je sens que quand le sense of purpose est là, je me donne tellement à fond. Puis là, j'ai vraiment le privilège de pouvoir dire non plus souvent que oui. Maintenant, c'est rendu que 75% des offres qu'on m'approche, comme c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais je vais passer parce que je préfère juste vraiment mettre mon cœur dans que ce soit des shows, juste d'avoir pu documenter le prochain album de Half Run au Treehouse avec toi et avec eux. Pour moi, ça s'inscrit tellement dans l'histoire. Je vois ça vraiment comme l'histoire qui est en train de se créer, que j'ai l'énorme chance et privilège de pouvoir ouvrir la porte, d'être accepté, d'être respecté, que les gens sont vulnérables devant la caméra. Surtout, c'est pas facile de se faire photographier, puis on dirait que je fais quelque chose que les gens n'aiment pas se faire faire. Tu comprends? Fait que c'est le temps de tricky la relation de la société puis des humains avec raison envers une caméra. D'où pourquoi aussi je photographie pas de mannequins. Je photographie juste des vrais humains. Ben, je dis pas que les mannequins sont pas des vrais humains, mais que leur job, c'est pas de poser. Alors, je pense que ça dépend vraiment de ton mindset, de comment tu approches un tel projet. Est-ce que tu dirais que toi aussi, tu as comme... Pas que tu dois te créer un mindset pour chaque projet, mais est-ce que... Ouais, c'est ça. Et même avec les médias sociaux, c'est que des photos, ça peut être juste des photos qui... They just get lost in the ether. So I totally respect that because TikTok, everybody's famous and there's a million songs coming out and you make a 30-second song and all of a sudden you have, 8 million streams. Great. I fully respect that. And I think if people enjoy it, that's great. But you just have to find your place in that and then find what is interesting to you. If you believe in the artist, even if it's not, at least I'll speak for myself. If I believe in it, whether it's, commercially quote unquote viable or not, doesn't matter. It's cool. Like at the end of the day, we have to also feed ourselves with what makes us happy every day, I don't know if it's just the stream count that I don't think I've ever looked at streams on a song and said like, wow, let's go have champagne. It's not that. It's more, look at what we've achieved together. We're proud of this. That's something worth celebrating more than the few streams. Of course, you have to make money somewhere in there as well, but there's a balance. Ouais. J'ai comme 2 questions, mais choisis une des 2 questions à répondre. Sure. Okay? As-tu une vie balancée? Comment est ton workflow? Balancé. Let's do that one. Il y a des ebb and flow avec la balance. Quelquefois, pour faire ce qu'on fait et travailler avec des autres artistes, je pense qu'il faut toujours présenter cet esprit d'être balancé et de savoir c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça donne un peu de sécurité pour les artistes. Mais dans la vraie vie avec ma blonde et notre vie, c'est quand même difficile à la fois, mais je travaille dessus. Pour moi, le sport, c'est vraiment thérapie pour tennis, squash, ski de fond maintenant un peu plus. Ça, c'est vraiment thérapie. Et quand je trouve des sports pour faire avec ma blonde, c'est juste... Mais c'est quand même difficile parce que pour tous les artistes, je travaille pas par heure, c'est par projet. Alors, si je suis dans le projet, je suis vraiment dans le projet. Ça veut dire que si je reçois un texto à 2 heures le matin, je vais répondre et donner une inspiration en retour aussi. Alors, pour la famille, pour moi et ma blonde, ça peut être difficile parce que my attention is very split at times. So it's something we've had to work through, that I have to work through, because ultimately it's very much on me and what I say yes to and what I say no to. And sometimes I'll have 6 months where the flow is amazing. And then the last 3 weeks, somehow just a million things have piled on top and it's not balanced. But I can't wait to go play tennis tomorrow. Just like remove the stress. Puis parlons aussi, tu sais, c'est pas une question, là, mais c'est juste un fait dans le sens où la réalité économique des producteurs est tellement, tu sais, c'est pas comme une transaction marchande, comme, OK,
fais-moi une chanson puis je te paye live. Il y a tellement de barèmes, il y a de l'argent qui va revenir plus longtemps avec les streams puis avec les points sur les chansons. Fait il y a tellement une réalité économique qui est différente. C'est pas comme direct, je t'achète une chanson, tu me l'as fait, puis je te paye un chèque tout de suite. It comes and goes, puis t'as des chèques qui vont arriver dans 1 an ou whatever. Fait que ça l'ajoute, j'imagine, tu sais. That's actually really fun, though. I find it really exciting not strategizing because it's not strategizing with the artists on how we want to structure their projects financially. Because there are many projects that I work on where I'm a financier as well, where I'm financially producing the project with the artist. We own it together. And I love those situations because it demonstrates this mutual risk that comes with a mutual reward. So I love having those conversations with artists. Some people, they want to, because there's like a sliding gray scale of I have a manager, Lori Lee, and together we make all of these decisions. And sure, if somebody we've never met before reaches out, there's like a starting point of how we structure things. But when we believe in the project, you know how it is. Yeah. You'll do anything to make it work. Yeah. So whatever that takes, if you want to do it, like ultimately it's like everything is flexible. And it always, hopefully, needs to be in a mutual beneficial interest. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, beaucoup d'entrepreneurs créatifs, peu importe le milieu dans lequel cette personne est, a beaucoup de struggle à demander de l'argent au début, tu sais, comme à pas se sentir mal de charger de l'argent. Est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie de « OK, à partir de ce moment-là, j'aime ça. » Comme moi, mettons, j'ai eu un déclic concret que j'étais au Majestic avec un de mes meilleurs amis, Ben, puis lui, il travaille dans la construction. Tu sais, il y a une compagnie de vitres tellement différente, loin des armes. Mais comme, là, Oli, t'es une business, tu veux survivre, va falloir que tu charges. Si tu veux pas le faire, tu charges 2 fois. Fait que, tu sais, comme, ça me shake tellement que je me souviens de ce moment-là, puis depuis ce jour-là, j'adore the business aspect of it all. Comme, est-ce que toi, t'as eu un déclic depuis combien de temps, mettons? I think maybe it's something, again, with Lori, we strategize all this stuff all the time. And it's funny, like when we receive an offer from an artist, what always happens when her and I are discussing it is I become the artist and I'm kind of negotiating against myself, but like, no, we can do it. Like, can't we do it for a lower fee? So it's this constant struggle. So she's constantly reminding me of that. I think I was lucky. I started in the basement at 15 recording all the local bands. So ça, c'est fou, by the way. 15 ans. Yeah. Local punk bands from RDP and just whatever projects were naive enough to come work with me in my parents' basement, So there was always from the beginning, there was always an understanding of exchange. So, I think I have a fairly good understanding of it. Should I stand up for myself more sometimes? Yes. Am I overstepping? Hopefully not. It's a constant battle. I don't quite have the epiphany moment that you had because there's always constant mini adjustments along the way, Again, because there's just so many negotiations every year and 10, 15 artists every year that figure little things out. So try to be flexible. Rights, like picture rights, c'est tellement vague. Dans le sens où, so hard to monitor too, right? Ouais, exact. Je vais avoir ta photo pour 1 an et demi pour seulement les babillards de métro, seulement sur tel territoire. Il y a comme des graphiques, des tableaux, mais ça peut devenir vraiment, vraiment complexe. Quel pourcentage du temps tu dis non à un projet? It's quite a few. Mettons, ces temps-ci, depuis 5 mois. Like how many generally? Ouais, combien de pourcentage? Percentage? Oh, I think it's maybe a high percentage, maybe like 60, 70, maybe 80%. Mais tant mieux. I love to choose kind of annual just themes for New Year's. I don't do the lose 30 weights, but I choose these themes for my year. So last year, I don't know how it sounds negative maybe if I say it, but last year was the year of no, which, in quotes, no. But all that meant is say yes to the things that you really want to do. And if it's something you don't want to don't do it. Sit at home and develop new things. And, that was obviously from 69. That was a huge learning curve. Like, take that time for yourself to develop and hopefully the life balance comes with that. Ouais. So yeah, last year was definitely like, because I was the label for this project. I'm doing financial reports for this project as well as all of the marketing strategy. Yeah. There's a great team in Hotel Particulier and great people around.
but I'd rather say no if I don't fully believe in it. And it's in the artist's best interest for me to say no, because if I'm not fully in it, you're not getting a good version of me. So might as well work with somebody who is fully in. C'est sûr que comme c'est un luxe qu'on a aujourd'hui à nos points dans nos carrières, ça fait longtemps qu'on travaille à nos arts respectifs, mais dire non, c'est dire oui à d'autres choses. Totally. Puis moi, mettons, en novembre, décembre, j'ai tellement refusé d'offres. Je suis comme, ça serait fun cet argent-là, mais je le sens pas. Puis j'ai assez confiance en ma personne, puis en la vie, puis en les gens que j'aime, puis en les gens qui m'aiment, que tous ces noms back-to-back vont mener à un oui incroyable. Puis là, il y a eu un oui incroyable. Puis là, je suis comme, let's go. Also, when you say yes to things that you want to do, at least for me, I'm sure it's the same for you, it tends to lead to more things that you also want to say yes to. Mm-hmm. Whereas if you say yes to something that doesn't quite feel right, it's, for example, like I'm always open-minded, but making music for ads, it's not for me. I've tried it. I've done it all in a few contexts. You know, we did one with Charlotte for Disney. I was super fortunate to do one for a company called Oppo with Pat Watson. Oh, yeah. Not the context I wanted to work with Pat Watson with. And it was ultimately 2 hours of us coming up with like a 2-sentence line about a phone on a boat. You know, so it wasn't the most inspiring story with an artist that I absolutely am obsessed with. Yeah. But I found that if you do one ad, all of a sudden there's an offer for 3 more ads, and now you're doing ads. And nothing wrong with that. I have many friends who do that, and it pays so well. But it's just not... It's not your vision. Yeah, it's just not part of the Tant fabric mieux si ceux qui en font aiment ça. Exactly. It's so great because they can make a ton of money doing stuff. But because it always starts with this underlying thing of, okay, you have open creativity, here's the brief, and then you do it. And then the follow-up question, so you send it and you're like, I put my heart into this. And, you know, let's say you did it's like a folk song, and then you get the response back and it's, we love it, but could it be like jazz meets metal and at a different tempo? And, you know, I know we said we wanted a female singer, but it should actually not be a female singer. And it's like, okay, but there's nothing left of where I started. So at least that's my experience. You know, I'll never say never. I'm super open to doing it. And I think maybe there's like documentary scenarios and working in film that is really exciting to me. But anyways, we're digressing. Les deux, on a grandi dans l'Ouest Island de Montréal. Yes. Je connais pas énormément de gens dans le milieu de l'art au Québec, du moins que je côtoie, qui viennent du West Island, parce que c'est vraiment un monde en soi. C'est sur l'île de Montréal, c'est la banlieue ouest, comme mettons, pour garder ça simple, là, à l'ouest de l'aéroport d'Orval. Sure. Comme ce gros bout, comme il y a encore des champs, tu sais. Littéralement, tu sais, les champs de McGill. C'était comment pour toi de grandir dans l'ouest comme côté culturel? Zero. C'est fou, hein? For me, I was lucky. I went to a German grade school, high school for 14 years. So. C'est quoi le nom de l'école? Alexander von Humboldt Deutsche Internationale Schule. OK. Ouais, on va mettre des sous-titres sur celle-là. The West Island in itself, you know, if you grow up in the Eastern Townships, I have a bunch of friends that grew up there, you have this community flavor. The West Island, it did have a community, but not much history. It's really just suburbs. Luckily, through that German school experience, I was able to tap into that. My main language was mostly German. We learned math, sciences, biology, everything in German, which sadly I haven't put to much use other than trips to Germany and Berlin. But in a professional sense, kind of not at all. Yeah. On a cultural level, you know, it's something we think about if we're talking about having kids in the future. I don't know as much as I understand the perks of what the suburbs bring. For me, I was so excited to move in the city and meet different people and go eat Portuguese food. And just like the food culture is something that I think is so exciting about our city. And in the West Island, the only thing I had close to home was a Subway, a Dagwoods, which was my only other real job. I worked there for a few months. You worked at Dagwoods? Yeah. No way, OK. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Dagwoods, Dagwoods, c'est la plus belle chose, à part Connor qui est sorti du West Island. Mais Connor, mettons, c'est comme Subway, mais tout est frais. Yeah. Puis leur pain, il est bon.
comme c'est juste plein de saveurs, puis leur sauce d'agouds est tellement simple et tellement bonne. Moi, littéralement, chaque fois que je passe au travers du West Island, j'arrête au d'agouds. Wow. Chaque fois. Biscuits de Félix et Norton aussi. C'est vrai. So the Dagwood's family, they went to the German school as well. So I grew up with them. They're very close family friends. So they offered me my first job at 15. And Which one? St. Charles. Yeah, okay. Yeah. Dans le bloc commercial. Yeah. C'est ça là que je vois tout le temps maintenant. Worked there. We didn't have a bathroom, so I'd have to put up a sign to go to the bathroom. Lol. But one of the times I was sure I was going to get fired, but I took an internship at a studio in southern Texas at Sonic Ranch. Yeah, I remember it's a wild experience. And I just forgot to take off the work time for those 2 weeks. So I get a call from my manager at the time and just said, why aren't you at your shift? And I was like, oh shit, I'm in El Paso, Texas right now. This is not going to happen. But yeah, then I left, and because they were family friends, everybody understood and it was all smooth. But it's my only kind of real job experience, sadly. Elle est où? Mais tu vois, Soran, Miko, ils en ont... Non, Miko, il y en a parce qu'il était barbier avant, mais Soran, zéro. Nothing. Mais Mike Clay aussi. Wow. C'est comme rien. Ils ont juste comme... J'adore, tu sais. Puis les deux, on travaille on fait de la musique dans les métros. Mike est allé à New York. 15 ans, 14 ans pour ça. Comme ça, il est allé à la voix. Yeah, it's amazing. Just entrepreneurial spirit. Just go and do it, you know? Elle est située où, l'école? L'allemand, l'école Bédorfé. C'est un peu proche à John Abbott College. OK, je comprends. Puis, mettons, au fil des années, comment est-ce que ta relation soit... Encore une fois, 2 questions, tu réponds à celle que tu veux. Ta relation avec le Québec ou la culture québécoise, puis ou ta relation avec le français, comment ça s'est comme intertwine ou comment ça a évolué au fil des années depuis? Mon français, c'était toujours un point difficile pour moi. J'avais toujours tellement honte à parler en français parce que j'ai pas ma même personnalité qu'en anglais. Mon vocabulaire est quand même limité. Et j'avais aussi beaucoup d'amis. Quand j'essayais à parler en français, c'était toujours « Oh, c'est tellement cute, mais c'est pas correct. » Et en faisant en 1969, il fallait que je faisais beaucoup d'interviews, juste des projets en français pour ça. Et j'ai vraiment fait un effort. Alors, j'adore parler en français maintenant. Je suis pas le meilleur, je le connais, mais oui, je l'adore. Et Québec en soi, c'est parce que, exactement comment on l'a dit au début, parce que j'avais vraiment aucune connaissance de la culture québécoise. Le premier artiste que ça fait 7 ans maintenant à peu près, j'ai entendu 13e étage de Louis-Jean Cormier. C'est le premier album francophone que j'ai écouté. Lequel, me souviens-tu? 13e étage. OK, excuse. Et je me suis juste dit, what am I doing? Listen, this stuff is amazing. And then naturally just ended up working with French artists. And I mean, it's just given so much to me, so much opportunity and so many wonderful friendships. And, you know, to be able to build a career doing something you just kind of wanted. Mais c'est ça qui est fou, justement, de 1969. C'est que c'est un projet francophone qui est dig deep dans la culture franco-musicale. Mais amené par comme que le projet au complet est porté sur ses épaules par un anglophone qui justement a découvert. Fait que parlons-en maintenant. C'est quoi ton premier contact ou du moins le déclic qui a mené à vouloir faire un projet sur ces années musicales? En fait, raconte c'est quoi 1969, puis raconte c'est quoi comme la graine qui a été semée puis qui a blow up. En effet, 1969, c'est un album collectif avec 11 artistes, 10, j'oublie toujours le nom des artistes. En effet, musicalement, cette era 1960s, late 60s folk, in English folk and British folk, Nick Drake, Joni Mitchell, Leonard Cohen, something happened in the late 60s, early 70s that was just like lots of insane. love. So much love and silent generation, but the few artists that decide to speak up, I love that. I find that so inspiring. But en faisant l'album La mort des étoiles avec les Soeurs Boulay, pas le dernier, mais celle avant, les deux m'ont montré Charlebois, Ferland, Le Petit Roi de Ferland, l'album Jaune, Monique Lérac, tous ces artistes de ces années-là. Et ça, c'est avant la pandémie? Avant 2018, okay. Je pense. Alors, j'avais un peu de stem started for just loving that side of French music. But then I stumbled on
I fell in love with the song Le Chat du Café des Artistes from Jean-Pierre Ferland. Crazy song, just like so demonic and wild and creative. And I found that Beck and Charlotte Gainsbourg, they did a rendition of that song. And I'm thinking to myself, okay, so Beck. And then there was a song from Claude, I think Léveillé. No, sorry, Claude, I forget the name, that Kanye West sampled. And I'm thinking to myself, so Beck and Kanye West are checking out old 60s music from Quebec, but I don't know anything about it. And I feel like we don't talk about it much. It's not so prominent in even in Quebec in the current landscape. Like, do some digging. And I was also at that point, before the pandemic, this wasn't a pandemic project. It became that just because of the timing, but it was already on its way before that. I was obsessed with watching, interviews with Martin Scorsese where he's talking about, it took me 9 years to develop this concept. Yeah. And exactly the fact that I'm always jumping around from artist to artist, I kept thinking I feel like I'm always just surface level, superficially understanding, the inspirations for each artist. Let me just really dig into something. So at first it started, let me do this kind of early 70s thing and where it's strings and harp and big arrangements and flutes and really indulge and explore the songwriting side, like the jazz chord basis of the songs. And, I don't think this album ended up becoming so political necessarily. It's a lot about just nature and feeling good, and there's love stories. But I was inspired by the fact that Charlebois was so politically implicated, as was Dylan, as were all these people. So naively, I just said, well, at the same time, what's an excuse for me to hang out with all of my friends and also reach out to artists that I hadn't worked with? Like Safia, we knew each other, but we had never written together. Same with Elisapie and Half Moon Run, Je tiens à dire les noms, Safia Nolin, Ariane Moffatt, Elisapie, Claudia Bouvette, Half Moon Run. Y a-tu du Matt dedans? Matt Holubowski. Il y a du Matt Holubowski, il y a du Jason Bajada. Yeah. Philippe Brault. Philippe Brault a fait des interludes. Half Moon Run. Joseph Marchand, Joseph Mialkian. Elliot Maginot. I really hope we don't miss one on there. I think we got it, though. Elisapie. Yeah, we said them all. Ouais. Great. Puis, by the way, ceux qui regardent le podcast, pour vrai, le vidéo il est tellement beau. La couleur est folle. Le design a été fait par une amie, Valérie Lemay, pour tout l'album et pour le POC. Et elle a conceptualisé tout ce projet-là. C'est quoi que t'aimes concrètement du son de ces années-là? Tu viens de mentionner comme harpe puis flûte, mais comme c'est quoi la chose qui rend la musique... Parce que moi, personnellement, j'ai jamais écouté. Ben, pas jamais écouté, c'est sûr, j'ai déjà entendu. Yeah, but not actively, yeah. I think, again, it starts from that spirit of openness, loose time, very momentary. These songs, a lot of those songs from that era, it's like live recordings. So trying to do that as much as possible. But there's also this darkness, this warmth, older microphone tone that comes with all of that. I think one thing that is really fascinating is the songwriting style, like the big risks and the big key changes and committing to just complex things. And one of the unifying factors on the album, at least because I didn't write all the songs, there's a few that I co-wrote with the artists, and then some artists just brought songs like Mad and Half Moon Run and Louis-Jean. At least for the ones that I was a part of from the conceptualization stage and writing stage, it was, how can we take this real complex harmony and chordal movement stuff from that era, but then tie it together in a really simple way with a very simple concept? Or, for example, there's one song called Pleure pas pour moi by the Soeurs Boulay. How can we take a line like that, repeat it, but have the harmony underneath moving so that, okay, you hear it once and it makes you think of one thing. Okay, don't cry for me. What could that mean? But then as the chords change under that and you hear that line repeated, the meaning changes. So that was one of the things that I thought was just kind of gave me shivers when I would think about it. One repeated simple thing is that gets morphed through different harmony. How can that just change your opinion of it or change your understanding of it? So again, I've kind of gone off the course, but those were some of the things I was really excited about exploring. Mm-hmm. Ultimately, it was just an excuse to work with all my friends and reach out to people and build this collective thing. And it was such a joy. It came with a lot of challenges. Of course. Just scheduling alone with all these artists, it's a nightmare. But parce qu'ils toutes les chansons ont été faites séparément, c'est ça? Yeah. Fait que les artistes qui font partie du collectif n'étaient pas ensemble. No. At the album release that we did a private party where everybody
I think everybody was there. Almost everybody was there. That's the first time everybody was even joined. And now we're obviously doing this show at MTELUS on March 4th. So that will be another beautiful occasion to kind of, I was very afraid of putting this in a live context because again, there's so many moving parts. Yeah. But I think it would be a really exciting way to pay homage to that era and also present this album in its entirety in kind of the only and one time we'll ever do it. You know? C'est ça, c'est le 4 mars. Le 4 mars, oui. Pour Montréal en Lumière. Montréal en Lumière. Je me trompe tout le temps pour M pour Montréal puis Montréal en Lumière. Pour... c'est ça, 4 mars, tous les artistes vont être là pour performer. C'est juste Louis-Jean et Ariane qui vont pas être avec nous, mais tous les autres en plus, artistes tu sais, ayant vu des gros shows, des gros soundchecks dans les dernières années, je parlais avec Connor Molander de Half Run, puis je suis comme, mais ça c'est un challenge, tu sais, d'avoir genre juste soundcheck, de tester tous les micros, tous les instruments. Il y a tellement de moving parts, comme tu disais. Puis Connor, il a juste dit, ben non, c'est Connor, he has his shit together. No, he's comme, damn, la confiance est folle. The other thing that's tough is it's all musicians that didn't necessarily play on the album. You know, some of them did, but a lot of it was kind of put together just me and the artist and with different musicians. So even this band, house band kind of thing that we're putting together, some of them didn't play on the album. So just a lot of detailed notes and back and forth and communication. It's the era is loose, you know. It's about mistakes and owning the looseness of it. So, you know, this is not going to feel like a Half Moon Run show that is so precise and just incredible. It's going to be different. It's going to be loose and open, and there will be moments where we just breathe and take time. And I think that's just I have to own that. Otherwise, it's like an impossible goal, you know. Yeah. Si mettons, t'essaies de penser à toi, Connor, à 50 ans. Où est-ce que tu penses que ce projet va s'inscrire dans ta carrière? Comme, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un avant-après? Est-ce que tu penses quelque chose d'autre? Ou est-ce que tu penses que, vision macro puis micro encore, de ce projet-là? I think it is a bit of a time capsule for myself. That's you know, I tried to line it up with 50 years after because I started the idea in 2019 and then it just took so long to put it together. I naively thought I could do the whole thing in a month. I was like, I'll start in April and we're going to release the album in May. And it took me 3 years after that. It's a time capsule for me. I'm definitely so extremely proud of it. I think it also has taught me a lot of lessons. Doing an 11 artist project like this, it's so you know, it's challenging, but it has opened me up to the idea of what happens when 2 or 3 artists collide that come from completely different spheres, and how does that then manifest itself? So I see myself doing a lot more things in this. Everybody always asks me, are we going to do 1972? And I've had other artists reach out that weren't on the project say, hey, if you ever do like this kind of, I would love to be a part of it. I don't think I'll do it ever in this exact capacity again, but I hope that it inspires another kind of trend line of style of projects and methodology of working over the next however long I end up lasting in this industry. And I think at 50, hopefully it'll just be a nice memory. You know? C'est beau ça. Puis c'est Lou-Pascal Tremblay qui a fait la vidéo Behind the Scenes. Lou, il vient à saison 2. Il est supposé devenir saison 2. Oh, nice. Oh, I love Lou. Fait qu'on va en parler. Ça va être fun d'avoir aussi son point de vue. Ça va être très, très cool. Lou is just such a special person that I got to meet along the way, you know, just because we've become so close, and he got to see so many vulnerable moments for every artist that, and then we had to kind of keep the momentum of everything going together. The only other people that were there, it was Kay, my girlfriend, who was also doing photography work. Fait que ça vient de couper, mais on vient de reprendre. Yeah, I think I was just saying, like the 4 of us, Lou, Kay, Ghislaine, me, we're the only ones who really know 1969 in its entirety because we were the only ones that were there for the whole thing. So in a way, like we know it in a different way than the artists do, who each only had their kind of individual experience. So all that to say, I have a very, very special place in my heart for Lou. We've become very close, and obviously he's so successful in completely different aspects of his career. C'est ça qui est fou, devant et derrière. And afterwards, he sent me this, I mean, we chat all the time, but he sent me this beautiful message about saying, hey, you know, I'm doing a 90-day tournage right now for Stat, which is, or that was just crazy. It's insane. And he said, you exposed an entire universe of creation that I've never known about.
you need to come and visit me. So me and Connor Molander, we actually went to go visit him on set and see him in his zone, you know, in the middle of Saint-Hubert, like in the studio. And it's insane. It's crazy. It's actually... It's like he's in a hospital. Like there's no windows, and it's tough. Like day 90, and the amount of lines this guy has, it's crazy. It's superhuman. It's superhuman. J'ai vraiment d'y en parler justement à quel point comme juste d'avoir été sur des séries moins intenses, mettons pas des quotidiennes, c'est vraiment des séries hebdomadaires, puis de voir l'effort que ça prend. Ça va être sharp dans ta tête, c'est tes lignes, les jouer, c'est longues journées. C'est 40 people waiting if you have to go to the bathroom. Exactly. You know, it's like small details like that you don't think about. You just watch the show, and everybody has such big opinions. Go watch them work. Ouais. Oh my God, it's crazy. C'est de la magie, comme qu'est-ce qu'il crée dans le sens où c'est fou. Puis je trouve que c'est vraiment une performance olympique. Big time. Faut vraiment que tu sois tête. Yeah. Mais c'est vraiment fun que vous invitez à aller là. Yeah, it was amazing. It was really life-changing, and it made me feel so lazy and made me work really hard for like 3 weeks afterwards. And anyway, so yeah, I really love him. We have a very special bond. It's fantastic. C'est quand que tu as été sur le tournage de Stat? I think a month ago, just maybe beginning of December. Okay. So they were, you know, just cruising. He was telling me about like the 90, you know, when you're doing that long of a block, it starts, you got energy, and then day 30, it's like, oh, everybody's on a weird place. But we met him at this place where he was a machine. Like there was no hesitation. Everybody in the team who has to like prep this and do this thing. And amazingly, what happened so funny, me and Connor got confused between the kitchen that was on set and the real kitchen. Wow. So we went to go look for coffee. Wow. And Connor ends up like finding a coffee machine. We didn't realize it was in the set, and the color was a bit off. He drinks it, and it was like old set coffee that had been there for like 4 months. It was green. Wow. So yeah, we had a great time. It was really fun. C'est fou ça. Ceci va sortir mars ou avril. Le prochain album de Half and Run va être très proche, que tu travailles dessus. Évidemment, on peut pas trop parler des détails techniques, mais c'était comment de travailler avec eux autres? J'imagine que, j'ai l'impression, comme toi, tu es respecté par tes pairs dans le monde de la musique. Half and Run sont extrêmement respectés par leurs pairs musiciens. On dirait comme tous les musiciens à Half and Run, du moins comme tous ceux que, tu sais, Charlotte, je sais qu'elle l'adore, Half and Run. Tu sais, Soran, énorme respect. Soran m'a déjà dit, quand je suis allé les voir en show, ça m'a donné le goût d'arrêter de la musique parce que je pourrais jamais être aussi bon que ça. Wow. C'est des gros commentaires comme ça. Fait qu'on dirait qu'ils ont un peu comme la perspective que tes confrères ont sur toi, les autres musiciens ont sur Half Run. Fait que c'était comment, j'imagine que t'en consommais un peu avant, c'était comment de travailler puis d'amener un projet en vie. Puis en fait, ce qui est tellement spécial, c'est que justement, ils ont commencé 3 pendant des années, ils sont devenus 4, puis là, ils sont revenus 3. Fait que c'est vraiment comme un loop puis une opportunité, je trouve, créative tellement belle de pouvoir retourner aux sources. Yeah. I definitely had to be very careful not to make any like full circle references all the time, because it's exactly that. You know, there's always it's you. I use that more than you would think. I mean, I just love the guys. Like I said, we kind of found each other. It felt like I invited them to this project, and I don't think they typically do many things like this where they just will completely go out of their comfort zone. And so I was very fortunate that they took that naive risk to join me for that. And I think it's like most great relationships in life. Hopefully you meet people when you don't need each other, but it's just so good that you want to follow it. And it felt a little bit like that, where, I mean, there's like, I definitely placed a lot of pressure because I'm a fan first. Like I'm fanboy Half Moon Run. So, it's sometimes a little scary to be exposed to the things that you love because, you know, hopefully it doesn't, but it can break the magic maybe sometimes. You know, it's like you meet a childhood hero or something. But it was not that. I think we're all a little bit of, you know, the English guys in Quebec. So we bonded on that thing and we all listen to the same music. And what I respect about them a lot is they just work so much. You know, they did that big Osheaga show last year and I ran it. I think it was Charlotte one night and then the next night. And they came to the Charlotte show just to see, you know, what does it feel like? What's it going to be like tomorrow night? And we ended up chatting and I was like, so what have you guys been up to the last, you know, little while? They said, well, the last 6 weeks, every day we do just 10 hours of preparing for this one show. So like they are not afraid of doing the work and there's no
I think, ultimately the result that people feel like Soran, they feel is that kind of magic that happens. But these guys, they just put in the hours. It's crazy, And I like to think of myself the same. Like I just like doing the thing until eventually it feels good. So if that means, listening through tons of demos to then find old songs from older material that can be brought back. And we did a lot of digging, and they were super open and vulnerable to expose anything they've done over the last 12 years that hasn't made it onto existing records. So, it was just, okay, well, let's just hack at this until it starts presenting itself. And so we started with 10, and then it became 15, became 25 songs that we started actually developing. And then that became 18. And then we started the refinement process. And now it's proving that I think we've landed on 10 songs that are really, really exciting. And there's a bit of old, there's a bit of new. The 3 people thing is really cool because you naturally have to, they're always thinking about how are we going to do this live. We want the experience live to be, if not the same, better than what you're hearing on the record. So thinking in that minimalist fashion is a way I love to think. And that's how they think, like, how can we do this? And how can it come back to the performance? So c'est ça qui les gens réalisent pas aussi, c'est difficile. Tu sais, moi, ma chanson préférée d'Afro Run, c'est Favorite Boy. Oh, nice. Tu sais, ils disent que ça peut être difficile à la performer en live parce que justement, tu sais, ils l'ont fait à 4, puis là, ils sont à 3. Yeah. Puis tellement un beau commentaire qu'ils m'ont dit sur comme... Parce que, tu le sais là, mais je m'occupe un peu des visuels pour la sortie du prochain album. Puis ils m'ont dit, pour eux, c'est l'album qu'on est le plus fier. C'est l'album qu'on est tellement content de ça. Puis c'est beau de voir ça parce que tu trouves dans le milieu artistique, créatif, il y a beaucoup de remises en question. De comme, ah ouais, mais est-ce que les gens, eux autres sont comme, non, we love this. Puis pour eux, j'avais accès au lien SoundCloud pendant que vous narrow it down. Puis pour eux, j'ai dû écouter 75 fois l'album, from A to Z. Puis c'est tellement, tellement bon. C'est du bonbon, après. C'est vraiment, vraiment du bonbon. Nice. Oh, I'm happy to hear it. I'm still nervous. I think everybody's still a little bit nervous, but we're getting excited because, again, all we can control is what we like. And everybody, between me and the 3 of them, we've all got our favorite songs, and everybody's fighting for what should be in the top 10. And yeah, it's fun. I love them. They've become very close friends, and they're just incredible people. Yeah. Quelle est ta relation avec le futur? Est-ce que tu veux être basé au Québec tout le temps? Ou c'est quoi ta relation avec les États-Unis ou c'est quoi ta relation avec le monde? Yeah, I 2018 and 2017, I definitely did a lot of expansion and a lot of, writing in London and going to Germany and spending a lot of time in LA and just exploring. And I think the more I travel, the more I realize how incredible Quebec, Montreal is as a foundation for all creative projects. I remember being in Barcelona and seeing like a street festival with Kay, my girlfriend, thinking, oh, there's nothing like this in Montreal. And then going to Berlin and thinking, oh, there's like another food thing here that this never happened. Then I come back, it's July, and it's like we've got nonstop cool things going on. So I think our province is like the perfect base. The treehouse, all these beautiful things that are happening. It's great. But this year's thing for me is the year of expansion. Like that's how I've kind of coined this year. So I definitely do plan on looking for a lot of things outside, but at the same time, so excited about all the projects that are happening here. So I think it's like a 50-50 thing, finding some balance there. And some years it'll only be in Quebec, and then I'm sure some years will be completely external. But I love it here. I really do. Une question que j'aime ramener aux différentes personnes qui travaillent dans le monde de la musique, parce que c'est un débat éternel avec Soran, Miko, Yuki, Zach. J'en ai parlé avec Sam Ricard, Sam Rick, le gérant de Mike, Clay, puis Jay Scott, puis tout ça. On a constamment des débats sur à quel point l'infrastructure québécoise, au sens large du terme, bloque ou empêche un artiste anglophone de percer. Est-ce que tu penses qu'un artiste anglophone au Québec, c'est plus difficile pour lui de percer à l'international du fait qu'au Québec, on encourage seulement le français? Ou est-ce que tu penses que justement, on a des bonnes infrastructures de subvention, d'une culture axée sur le créatif? Où est-ce que tu te situes par rapport à cette question-là? Oh, yeah, I definitely have big thoughts because we have such an incredible French subsidy system. Like the French grant system here it's a double-edged sword because there's so much financing for projects that are in French, of course. But what can happen with that over time is that there can be complacency. A lot of, I don't want to say labels, but when you get accustomed to receiving a certain amount of money for projects, whether they're commercially viable or not, it can set in. It also allows for the fact that
we get to take huge risks and hire string sections and doing, horn sections on projects and hiring lots of musicians. That's the luxury that we do have. But it does come with a certain level of complacency. So when it comes to English artists, the problem is if you're based in Quebec and you compare your life to French artists, you're not getting those subsidies, but you have to compare yourself on the Canadian or North American scale. Maybe there are less opportunities here for you. There aren't the same kind of communities that there are for exclusively English artists, but there are also incredible examples of artists that have managed to pierce out. Charlotte is obviously one of them. It's undeniable. Half Moon Run, they play all over the place. There are a ton of examples. Now, Catronata, it's huge. It's as big as it can get. So I think that dynamic of English artists in Quebec seeing French artists receive, $80K of funding without too much work, and then maybe not being able to sell out shows and stuff, that creates a weird dynamic. But in fact, I don't think it's that unjust. If you're a great English artist, hopefully you can expand beyond that. And if you want more opportunity and want to play shows immediately that have a larger English audience, Toronto's not that far away. Ontario's not that far. There are other places you can place yourself. But for myself, at least, I think being here and being able to do all of it is so great. That balance is wonderful. T'es un producteur, fait que ta réalité est différente, mais de ce que tu as entendu, est-ce que tu crois que pour un musicien, chanteur en anglais, il doit avoir, géographiquement parlant, les pieds... Est-ce qu'il peut avoir du succès en ayant les pieds ici? Évidemment, beaucoup de voyages, ou est-ce qu'il doit absolument s'installer? Tu sais, Drake, un peu comme pas commencer aux États-Unis, mais le fait qu'il était sur la première partie de Lil Wayne World, de son tour, qui est comme passé par la porte américaine pour ensuite revenir au Canada. Est-ce que tu crois que géographiquement, il faut que tu sois positionné dans les marchés anglophones pour make it, ou tu peux le faire basé à Montréal? Un peu, mais on peut rester à Montréal, mais il faut avoir une présence à Toronto. Parce que ici, on a tous les plateaux de télé pour la francophonie, mais pour Canada, c'est pas basé ici. CBC et tous les plateaux, much music, not much music anymore, but everything is based in Toronto. So you definitely have to have a presence there. But then at the same time, if you blow up on TikTok, you can exist anywhere. So it feels like anything can happen so quickly. But yeah, I mean, why not do both? Why not spend 6 months here and 6 months in Toronto and balance it out? I don't think that's going to hurt you in either way. I don't think you need to make a hard commitment. At least I'm not necessarily doing that, although I'm mostly here. But for those years where I haven't been, go expand and take those risks over there, and then you use the grant system to your advantage if you can. It's a tough topic. Tu as la chance de vivre l'industrie de la musique quelques années en avance, parce que des projets, ça prend du temps à faire. C'est quoi le next big thing selon toi, selon ton expérience, puis selon ton feeling, genre-wise? Comme où est-ce qu'on s'en va côté genre musical? C'est quoi les genres musicaux qui vont charmer les gens dans les prochaines années, selon toi? Good question. Ultimately, I have only my personal taste to rely on. And like I said, at home, I just listen to like How Gilberto and Brazilian jazz. So there's that world, obviously. Brazil. But I don't know if I'm even in a position at all to have a macro opinion. But I think the idea of just something, there's a reason every 10 years there's a huge global superstar who's just somebody with a guitar, like Taylor Swift or Ed Sheeran. And probably 10 years before that, it was like, I don't know, James Blunt and Jason Mraz, like whatever. There's an Adele, like that classic songwriting never goes away. So for me, I think that's always going to be prominent. I wonder if with the landscape of TikTok and like 15-second songs that are now getting released on labels at 1 minute 30 songs as priority songs at the label, I wonder if over time there will be a balance coming back to more purist mentality. Maybe not though. Who knows? Who knows? I hope for that at least. At least that's what I'm going to kind of keep focusing on in the artists that I work with to the most part. So, Connor, merci tellement d'être venu. Tellement un plaisir d'être ici et faire ça avec toi. À tous les gens qui écoutent, je vous invite à aller sur le site de Connor pour la simple raison que de voir la liste des chansons. Parce que c'est sûr que dans votre librairie musicale, c'est sûr qu'il y a des chansons que Connor a faites. Du moins, si tu habites à Montréal ou si tu consommes de la musique québécoise, anglo-franco. C'est vraiment un plaisir de partager un peu ta vision des choses, ta personne, ta vision artistique, puis tout. Puis j'ai tellement hâte de voir où est-ce que le futur va t'amener, parce que c'est juste le début.
Puis merci d'être venu. I really appreciate it. Same to you. Obviously, it's so fun watching every project you do. It just seems like everything is on fire. And not only that, like coming from the right place. So it's, yeah, I love it. It's so cool to have so many friends like you in Quebec that are just, doing awesome things. It's so happy to be a part of it. Thank you. Ciao, my Cheers, friend. man.